Hola, buenas tardes a todas y todos. Gracias por estar aquí. Tenemos muchos amigos, productores, directores, instituciones, festivales, distribuidores. Gracias por estar aquí. Os explico brevemente que el evento se transcurrirá en dos momentos. Una primera parte en la que conversaremos con Thierry de todas las mutaciones que ha vivido el cine desde que empezó en el Festival de Cannes. Y luego os dejaremos la palabra para que podáis hacer todas las preguntas que tenéis en el tiempo impartido. Entonces, esta primera parte se hará en francés, así que si no lo entendéis, espero que tengáis un casco. Y la segunda parte pues será entre castellano, catalán, francés. Thierry, merci encore de nous faire l'honneur d'être ici. Donc on parle plus ou moins de ces 20-21 ans depuis vos débuts à Cannes. Et notamment, on va se regrouper sur les grandes mutations qui ont eu lieu, qu'elles soient technologiques, sociopolitiques, voire les problèmes de santé qu'on a pu vivre en 2020. Donc on va commencer par le début des années 2000 et ce passage de l'argentique au numérique, que vous nous expliquiez un peu de la manière dont vous aviez commencé à travailler à vos débuts, comment tout cela a changé, le fait d'avoir moins à voyager pour programmer, de recevoir peut-être plus de films qu'avant, comment tout s'est organisé à ces moments-là. Bonjour à tous. D'abord, il y a en effet un bouleversement de nos métiers et de tous les professionnels, puisque avant c'était une copie 35 et maintenant les films voyagent, et encore plus aujourd'hui où c'est pas seulement des DVD ou des liens internet. Il m'arrivait, comme mes prédécesseurs, d'aller à Los Angeles, de m'installer dans une salle qui s'appelle le Sunset Screening, et je restais toute la semaine, et je voyais des films en 35 mm, tous les jours, plusieurs fois par jour. Il fallait faire attention parce qu'ils mettaient des bouts de papier dans la copie, et quand on coupait les films, si le bout de papier n'était pas tombé, c'est qu'on n'avait pas vu le film en entier. Parce qu'on ne voit pas tous les films en entier. On voit 2000 films par an, et il y a 300, 400 films qu'on peut considérer sérieusement. Pas 2000. C'est comme un éditeur. Un éditeur, au bout de 20 pages, il sait si le roman est pour lui ou pas. Et puis, il y a quand même eu le bouleversement de la projection. Et moi, j'ai un grand principe que j'avais même avant, quand j'étais festivalier, c'est que Cannes doit être au cœur des choses. Cannes n'est pas un festival français. Cannes est un festival en France. Cannes est un festival qui appartient à tout le monde. Et Cannes est le plus grand rendez-vous de cinéma du monde. Il met le cinéma 2 semaines par an au cœur du monde. Et donc les grands débats doivent avoir lieu à Cannes. C'est pour ça que j'ai toujours pensé que le débat sur Netflix doit avoir lieu à Cannes. Et en 2002, je crois, j'avais déjà ouvert à Lyon une salle où on avait déjà des projections numériques. Et je m'étais intéressé au numérique avec le cinéma classique. Parce qu'on pouvait restaurer des films numériquement. Et on savait qu'il y allait une révolution qui allait arriver. Et puis George Lucas parlait aussi beaucoup de ça. Godard avait fait de la vidéo dans les années 70. Donc on savait que la question du matériel, de la texture, allait changer beaucoup. Et à Cannes, tout à coup, j'ai l'opportunité de montrer 2 films. Star Wars, en projection numérique, et vous vous souvenez du film de Sokourov qui s'appelait L'Arche russe. Et L'Arche russe était un film de 1h30 en un seul plan. Un seul plan séquence, mais Hitchcock avait fait ça, mais il était obligé de faire des collures, de faire des coupures. Là, c'était un vrai plan séquence unique, donc la noblesse, la légitimité de la projection du film, c'était de le montrer aussi en un seul plan. Bon. Et c'était génial, un film, un blockbuster hollywoodien, et un film d'auteur de Sokourov.
En plus, des Américains et des Russes. Donc, c'était super. Et là, les exploitants français, les mêmes qui m'interdisent de montrer les films Netflix, ont voulu m'interdire de montrer ça. Au motif qu'il n'y a pas de modèle économique pour le cinéma numérique. Et c'était pas dur de se dire, mais si, moi j'adore le 35. À Lyon, on fait des projections de 35 mm, mais c'était évident qu'on allait faire ça. C'est évident aussi que Tarantino, James Gray, Spielberg, Xavier Dolan, toi aussi peut-être, tournent en 35 mm encore. Bon. Mais la projection, ça allait être la projection numérique. Et c'est Avatar qui a tout changé. Et en France, tous ceux qui bloquaient ont décidé de s'équiper de projecteurs numériques. Donc, il y a eu ça aussi. Et à Cannes, on a toujours un projecteur 35. Et quand on a montré Once Upon a Time in Hollywood, le film de Tarantino, c'était en 35. Un seul projecteur, pas de projecteur de secours. Donc tout le monde était content du film, sauf moi, parce que j'avais peur qu'il y ait le moindre incident technique. Mais il y a ça. Et aujourd'hui, n'importe qui fait un film avec ça. Et Cannes, la grande démocratie cannoise, c'est que quiconque sur Terre a fait un film, long métrage, donc 1 heure au moins, peut nous le présenter. On prend tout. Et tout sera vu. Tout sera vu. On est nombreux dans le comité de sélection et ça permet de faire honneur. Alors, j'ai des notes qui, là, par exemple, aujourd'hui, comme tous les jours, j'ai 30 notes des gens qui voient les films. Alors, les notes sont parfois marrantes parce que les films ne sont pas tous très bien. Et surtout, c'est parfois des films de famille, des films d'amateurs. Et les gens sont tous convaincus que c'est un film très important. Mais on fait attention à ça. Parce que, par exemple, quand je suis arrivé en 2001, un copain japonais me dit « Ah bah t'es à Cannes maintenant, alors j'ai un copain, là je t'envoie une VHS, un cinéaste, là il fait des trucs formidables, je regarde, je montre à mes camarades, on trouve ça étonnant. » Et le VHS, c'était Happy Chat Pong Where C'était Cool, qui est venu au Certain Regard, qui a gagné le Certain Regard, puis après qui est venu en compétition, puis qui a gagné la Palme d'Or. Et ça, c'est le... Alors, il fallait envoyer physiquement la cassette. Aujourd'hui, les gens, ils envoient... là, j'ai des films très importants là. C'est plus facile. Et c'est plus facile pour nous aussi. Par contre, je m'interdis de regarder des films comme ça, seulement pour les matchs de foot. Et je m'interdis de regarder des films dans le train, par exemple, ou dans les avions. Je regarde des films que... même chez moi, j'ai une petite salle de projection, pour respecter l'œuvre et le travail des équipes de cinéma. Pour relier avec ce que vous disiez sur qui était un peu la deuxième mutation, l'arrivée des plateformes dans les années surtout 2010, on se souvient de ce petit, je vais le nommer scandale entre guillemets, avec Okja de Bong Joon-ho. Donc c'était en 2017, 6 ans sont passés depuis. Comment vous voyez justement cette évolution depuis cette époque-là, ce problème avec les exploitants français qui, comme on le sait, ont une force encore très, très puissante par rapport à d'autres pays. Comment tout ceci a évolué? Quelle est votre position aujourd'hui et aussi au regard, on en parlait tout à l'heure pendant le repas, au regard d'autres festivals comme Venise, qui a préféré parier sur Netflix ou les plateformes. Quel est un peu le... Bon, d'abord, je pense que tout le monde connaît la situation, mais moi, je suis payé par le Festival de Cannes. Et je suis payé pour être bon, pour être intelligent. Et quand on fait mon métier, il est difficile de ne pas voir qu'il y a en effet une mutation énorme que sont les plateformes, en production, en diffusion. Et même avant moi, Cannes avait déjà montré, parce qu'il y a deux choses, il y a la création et il y a la réglementation. Et on avait déjà montré des films de télévision. Bon. Et déjà se posait la question de la chronologie. En 2006 ou 2007, je crois, j'avais voulu montrer en compétition le long film de Olivier Assayas qui s'appelle Carlos, 6 heures.
Et j'avais dit à Canal+, à l'époque, nous, on montre le film à Cannes en compétition, et vous le montrez sur Canal+. Et comme ça, le peuple français aura le sentiment d'être en phase avec Cannes. Évidemment, je m'étais fait massacrer. Et on m'avait dit déjà à l'époque, le montrer à Cannes, d'accord, mais en compétition, pas question. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas qu'un film qui recevrait une récompense, et peut-être la Palme d'Or, ne soit pas vu par les spectateurs dans les salles. Et je pense que c'est important. Moi, je fais mon travail parce que je suis délégué général du Festival de Cannes, et eux, ils font leur travail parce qu'ils représentent les exploitants. Et ils ont raison de protéger l'exploitation. Et moi, j'ai raison de faire ce que je fais. Alors, on arrive à peu près à un point. Le point, c'est quoi ? C'est, au Festival de Cannes, si vous êtes en compétition, votre film doit sortir dans les salles françaises. Moi, j'avais une petite nuance qui était de dire, si un film a un prix, il doit sortir dans les salles françaises. Parce que le film de Jean-Luc Godard, qui a gagné avec Cate Blanchett, la Palme d'Or spéciale, il n'est jamais sorti en salle. Parce que Arte l'a acheté en France. Et là, personne n'a rien dit. Parce que c'est Arte. Alors, on ne critique pas Arte. On critique Netflix, on ne critique pas Arte. Et Netflix fait un travail très extraordinaire sur le cinéma. Et tous disent, et peut-être toi, et Bongiorno, qui était à Paris la semaine dernière, on reparlait, il dit, mais moi, et Roma c'est différent. Roma était produit et Netflix l'a acheté. Mais Okja de Bongiorno, il avait besoin de l'argent de Netflix et personne ne voulait produire le film. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent dans les plateformes. Donc, moi, je suis en plus d'accord avec mon conseil d'administration. Mais la chronologie des médias en France fait qu'un film qui est d'abord montré en salle doit attendre 18 mois, 24 mois pour être sur la plateforme. Donc, je trouve aussi d'un autre côté normal que Netflix dise, bon ben non, nous on a produit un film, on veut le montrer sur la plateforme. En revanche, hors compétition, c'est possible. Et là, c'est le désaccord que j'ai avec Netflix. Top Gun Maverick était à Cannes hors compétition. Elvis était hors compétition. Et on peut faire un beau Cannes en étant hors compétition. Et ils devraient accepter de participer à la fête, surtout qu'on a été les premiers à les inviter, à les inviter de cette façon-là. Alors, Venise, eux, ils n'ont pas la même histoire. Et moi, je suis ému d'être ici dans la Société des auteurs espagnols, parce que c'est mon éducation avec Bertrand Tavernier. J'ai été élevé dans la défense du droit d'auteur. J'ai été élevé dans le combat pour la protection des artistes. Bon. Et donc, je considère comme normal de le faire. Venise, l'Italie, ils n'ont pas la même histoire. Et Venise, évidemment, ils sont bien placés puisque ce sont les films américains pour les Oscars. Et donc, ils misent sur l'Amérique et ils misent sur Netflix. Peut-être qu'à la place de Barbera, je ferais pareil. Mais ce n'est pas la même vision. Je pense que c'est dangereux pour eux parce qu'on ne peut pas remettre le prestige de Venise seulement entre les mains du cinéma américain. À Berlin, il y a 10 ans, avant la piraterie, Berlin était très fort pour le cinéma américain, le cinéma d'auteur, le cinéma des Oscars. Et quand ils n'ont plus ces films-là, évidemment, le festival a dû se réinventer. Et nous, Cannes, on essaie de faire tout à la fois. Et aujourd'hui, les plateformes elles-mêmes sont dans une nouvelle histoire. Par exemple, pendant l'épidémie, Disney et Warner ont essayé de sortir day and date, c'est-à-dire sur la plateforme et sur les salles en même temps. Et ça marche pas. Ça marche pas, ça. Aujourd'hui, eux en sont à 30 jours, 45 jours. Pour nous, les Européens, c'est trop court. Les Français, 24 mois, c'est trop long. Il faudrait étudier quelque chose de différent. Alors en France, c'est spécial en plus parce qu'il y a Canal+ qui finance le cinéma. Ils ont raison de réclamer des privilèges. Mais aujourd'hui, quand un film sort, vous avez des gens qui, quoi qu'il arrive, ne retournent pas au cinéma.
Donc, ils le verront sur les plateformes. Mais vous avez des gens, des cinéphiles, qui, quoi qu'il arrive, n'attendront pas et veulent voir le film sur grand écran. Et donc, il faut trouver un bon équilibre, ce que je crois et qui est évident. Par exemple, les Césars français ont fait un hommage à David Fincher. Mais David Fincher, il a disparu. Pourquoi il a disparu? Parce qu'il travaille pour Netflix. C'est un des plus grands metteurs en scène du monde. Mais il fait des séries, il fait des films pour Netflix, évidemment pour des raisons respectables. Mais moi, je voudrais que David Fincher revienne vers nous. Nous, on l'avait montré Zodiac, film extraordinaire. Et donc, on rend hommage à un cinéaste, et respectable, bien sûr, mais ça serait bien de parler de ça. Car ce que je crois aujourd'hui, c'est que pour qu'un film soit fort, soit important sur Netflix, sur Amazon, sur Disney ou sur Apple ou sur les plateformes qu'il y a ici en Espagne ou en France, il faut qu'il soit sorti en salle. La gloire d'un film, c'est le cinéma qui l'a inventé. Le cinéma a inventé les affiches, il a inventé la critique, il a inventé les attachés de presse, il a inventé le public, il a inventé la clameur, il a inventé la rumeur. Qu'est-ce qui fait que nous, par exemple, pendant l'épidémie, on a refusé de faire un festival virtuel. On a annulé Cannes. On a voulu faire un festival physique et l'année d'après, on l'a fait en juillet. Mais on voulait le faire parce qu'un festival, il faut pouvoir se rencontrer, se disputer, se battre, être heureux ensemble, être malheureux ensemble, siffler un film. Ça n'arrive pas parce que les films sont très très bons. Eh bien, le cinéma, il y a un peu de ça. Et aujourd'hui, les plateformes, et on voit Amazon ou on voit Apple travailler avec des distributeurs. Le nouveau film de Martin Scorsese est produit par Paramount et par Apple. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le film va sortir ou pas en salle? C'est intéressant. Pour moi, c'est un chantier qui n'est pas terminé et il faut surtout être ouvert aux arguments extérieurs. Et en effet, on a tendance, surtout en France, c'est exactement le même problème que le cinéma numérique. Les exploitants français disaient non, jamais. Et un jour, ils ont dit si. Et vous allez chez les exploitants français, il n'y a plus un seul projecteur 35. Donc, on passe toujours de l'autre côté. Moi, je pense que les plateformes et le cinéma doivent dialoguer. Les plateformes, c'est des cousines, c'est pas des sœurs. Netflix, c'est un cousin, c'est pas un frère. Mais c'est la même famille. Donc il faut espérer que peu à peu, ça se rapproche encore. On continue dans l'ordre un peu chronologique de ces 4 ou 5 mutations dont on va parler. Après est arrivé en 2017-2018, donc est né le collectif 50-50. Il y a eu, on s'en souvient tous, l'affaire Weinstein et la naissance après du mouvement MeToo, avec cette montée des marches en 2018 avec 82 femmes. De tous les métiers. C'était, si je me souviens bien, un des premiers, si ce n'est le premier festival à signer la charte 50-50. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Je sais on sait qu'il peut toujours y avoir des critiques dans tous les festivals d'ailleurs sur, vous avez annoncé avant-hier Ruben Östlund, président du jury, il n'y a eu que 4 femmes les 23 dernières années. Alors on disait aussi tout à l'heure, c'est sans doute mieux qu'avant. Quelle est un peu la politique, aussi bien au niveau des jurys que de la sélection et du fonctionnement par rapport à cette tentative d'égalité entre les genres? D'abord, même si je suis officiellement délégué général depuis 2007, ça n'est que depuis 2015 que je suis avec Pierre Lescure, que j'ai pu commencer à véritablement. Mais déjà un peu avant, la parité, il faut l'imposer partout où elle est légitime, partout où elle est normale et partout où elle doit s'imposer. Par exemple, si vous regardez dans les jurys, il y a toujours une parité. On a 4 jurys, 4 présidents, 2 hommes, 2 femmes toujours. Dans les jurys, dans le grand jury, 4 hommes, 4 femmes. L'année où Spike Lee était président du jury,
il était homme, il y avait 3 hommes, donc 4 hommes en tout, 5 femmes. C'était la première fois que ça arrivait. Cette même année où Julia Ducournau a gagné la Palme d'Or, cette année, les réalisatrices ont gagné Cannes, Berlin, Venise. Et à Cannes, ils ont gagné la Palme d'Or du long-métrage, la Palme d'Or du court-métrage, le Certain Regard, la Caméra d'Or, la Palme d'Or de la Ciné-Fondation, la Palme d'Or du documentaire, l'Œil d'Or. Et donc, mais ça, personne n'en parle. Je regrette qu'on ne parle toujours de la question des femmes dans le cinéma que de manière négative, que quand il y a des problèmes. Il faut dire une chose, c'est que ça va de mieux en mieux. Il y a de plus en plus de réalisatrices, il y a de plus de réalisatrices partout dans la compétition. La vraie question que personne n'ose poser, parce que tout le monde connaît la réponse, c'est doit-on imposer des quotas? C'est-à-dire, une compétition de 20 films, doit-il y avoir obligatoirement 10 hommes, 10 femmes? Le jour où on impose des quotas, on l'écrit dans les règlements. Moi, je m'en vais. Je ne reste pas. Parce que pour moi, c'est anti-artistique. Marguerite Yourcenar, qui est l'une des plus grandes écrivains français, a dit « on n'écrit pas avec son sexe ». Donc on ne crée pas avec son sexe. Par contre, favoriser l'émergence de nouveaux talents, pas seulement réalisatrices d'ailleurs. En France, à la suite de Caroline Champetier, il y a de grandes chefs opératrices qui sont là. Il faut favoriser ça. Et évidemment, la question de la place des femmes dans le cinéma est posée et est très importante. Pourquoi? Parce que le cinéma s'enrichirait. Le cinéma va gagner à ça. Quand moi j'étais très ami avec Agnès Varda, et c'est elle, pas qui m'a fait comprendre, avec qui j'ai compris, parce qu'on avait vu le film de Bertrand Tavernier, Capitaine Conan, ensemble. Et on voit le film, et à la fin du film, je dis alors, moi je l'avais déjà vu. Et elle me dit, c'est quand même un film de garçons. Elle dit, c'est quand même les garçons qui font des films de guerre. Et c'est vrai. Les filles ne font pas des films de guerre, ou d'une manière différente. En France, il y a un chanteur qui s'appelle Renaud, qui a fait une chanson contre Margaret Thatcher, et donc il a tout dit de tout ce que les femmes ont fait, ou plutôt de tout ce que les hommes ont fait de mal. Et en gros, sauf Margaret Thatcher, le mal qui a été fait dans le monde a toujours été fait par des hommes, dont Vladimir Poutine, pour dire le dernier. C'est des hommes. Vladimir Poutine n'est pas une femme, c'est un homme, Vladimir Poutine. Bon. Donc ces questions-là, elles sont assez faciles à régler. En revanche, dire ton film n'est pas bien, mais tu es une femme, bienvenue, c'est insultant. Et Agnès me disait, promets-moi de ne jamais prendre un film parce qu'il est réalisé par une femme. Le plus grand respect que tu peux témoigner vis-à-vis d'un film réalisé par une femme, c'est de le juger comme le film réalisé par un homme. Après, on peut se tromper, on peut faire des erreurs, et on fait des erreurs, mais pas ce type de choses-là. Là-dessus, si on regarde bien, il y a des stratégies un peu différentes. Pourquoi 82 femmes sur les marches? Parce qu'en tout, il n'y a eu que 82 femmes en compétition. Donc je suis sympa, puisque c'était une manière de nous critiquer nous-mêmes, mais qui était vraie. Cannes commence en 1946. Première femme présidente, 65. Olivia de Havilland. En plus, génial choix, parce qu'Olivia de Havilland est celle qui a cassé le système des studios à Hollywood et qui a libéré, pas seulement les femmes, même les hommes, des contrats que les studios leur imposaient. L'année suivante, Sophia Loren. Devinez qui a gagné? Un film italien. Bon. Non, et Claude Lelouch. C'est-à-dire, il y avait un ex-aequo. Donc, Olivia de Havilland, Sophia Loren. C'est jamais... Après, il y a eu pas mal de femmes. Pendant les années 80, 90, il n'y avait presque pas de femmes. Et puis, depuis quelques années, là, il y en a quand même plus. Moi, j'adorerais qu'on ait 2 femmes de suite, 2 années de suite. Il devait y avoir une femme l'année dernière. Il devait y avoir une femme cette année. Elles ont toutes dit non. Je peux faire la liste, je ne le ferai pas. Mais je peux vous dire, parce que être président du jury à Cannes, c'est important. Donc, tout le monde ne peut pas être président. Il faut une certaine légitimité. Et aujourd'hui, les réalisatrices
comme les réalisateurs, les actrices, comme les acteurs, ils sont tous très occupés. Ils travaillent tout le temps. Parce qu'il y a des séries, il y a la publicité, il y a les... Et quand ils ont Cannes, Venise, Berlin, c'est 2 semaines. C'est un travail, c'est un dévouement, c'est un labor of love. Donc quand ils ont 2 semaines de vacances, ils restent à la maison. Tellement tout le monde travaille. Donc je ne vais pas faire la liste des femmes. Et j'ai dit à Ruben Östlund, comme je l'ai dit à Vincent Lindon l'année dernière, tu n'es pas le plan B, le plan C, le plan D. Tu es le plan A des hommes. Mais elle voulait des... Et j'espère que l'année prochaine, alors toutes elles disent l'année prochaine. Alors voilà. Mais bien sûr que ça. Après, pour juger un festival, même sur le plan esthétique, sur le plan des mutations, il faut 5 ans, c'est pas sur une année. Et la montée des marges des femmes avec Cate Blanchett et avec Agnès Varda avait été splendide. Et le soir même, on avait projeté un film réalisé par une femme. Et le film s'était fait massacrer. Par la presse et pas seulement. Et moi, j'ai une autre théorie. C'est que les femmes ont toujours beaucoup plus souffert à Cannes. Et quand on dit les femmes, il faut aller jusqu'au bout. Or, il y a un peu de misogynie aussi. C'est difficile à prouver, c'est difficile à... C'est un truc qu'on ressent. Il y a des hommes qui se sont fait aussi massacrer, bien sûr. Mais on sent bien qu'il faut être... Et les femmes le disent elles-mêmes, elles ont plus à prouver. Donc ce débat-là est un débat quand même extrêmement compliqué, comme à un moment sur Harvey Weinstein, la presse m'appelait en disant « Alors, quelles sont vos explications ?» Alors je dis « Explications de quoi ? Je suis comme tout le monde, j'ignorais ça. » Oui, mais quand même, visiblement, il s'est passé des choses à Cannes. Je dis « Ah bon ?» Il dit « Oui, à l'hôtel Carlton. » Je dis, il faut demander au propriétaire de l'hôtel Carlton ou au maire de Cannes. Bah, moi, je ne suis pas... Donc, il y a aussi toute une série de considérations médiatiques absurdes et en même temps qui prouvent que Cannes est toujours cette espèce d'effervescence médiatique qui fait aussi ce qui fait que Cannes est Cannes. On continue à se rapprocher d'aujourd'hui. J'ai réponse à tout. Hein. Oui, oui. Avec cette fameuse année 2020 qu'on n'oubliera pas. Donc vous apprenez la nouvelle, vous hésitez vous attendez au dernier moment pour savoir comment ça va se passer. Et puis après, il y a donc ce label Cannes, cette création de nouvelles sections. Et tout un monde, j'allais dire, non seulement dans le cinéma, qui a muté d'une certaine façon, avec maintenant on réserve ses places online, tout ça. Comment, non seulement comment ça a changé le monde ou votre façon de travailler, et qu'est-ce qui est resté ou va rester de cette année-là dans la façon d'envisager le festival? Nous, on est très fiers de la manière dont on a traversé la pandémie. Parce qu'en effet, en 2020, c'est Jia Zhangke, le cinéaste chinois, qui, à Berlin, on se voit, on prend un café. Je lui dis, donc, alors, là-bas, on avait eu le SRAS. Vous vous souvenez du SRAS il y a quelques années. Et le SRAS avait menacé Cannes, et puis finalement, non. Et je lui dis, c'est comme le SRAS, il me dit, on ne sait pas. Mais quand même, il faut s'inquiéter. Et donc, moi, j'étais resté avec ça. Et rapidement, je me suis dit, il y a un problème. Mais on a travaillé pour essayer de faire Cannes jusqu'au bout. Et puis Emmanuel Macron, le 13 avril, on pensait faire Cannes au mois de juillet, et le 13 avril a dit on arrête tout, c'est fini. Et donc on a décidé de faire quand même une sélection, en effet avec ce mot label, mais c'était une sélection, parce que des gens avaient fait des films, et les gens voulaient qu'on voit les films. Et donc ça nous a permis d'abord de continuer à travailler, jusqu'à la dernière minute, et puis après de dire si on peut aider des films, ben voilà les films que nous avons vus, et voilà les films qui, si Cannes avait eu lieu, auraient eu la sélection, auraient été en sélection. Et puis l'année suivante, munis des leçons de l'année précédente, où l'épidémie était beaucoup plus calme au mois de juillet, on a décidé tout de suite, dès le mois de janvier,
de décider de faire Cannes au mois de juillet. Et on l'a bien fait, parce qu'on a été juste entre la fin du confinement et la reprise de l'épidémie. Et on a fait un beau Cannes, c'est au mois de juillet, il y avait moins de monde, c'était les vacances, c'était formidable. Bon. Et là, on a mis beaucoup de films. Et en 22 aussi, on a mis plus de films, parce qu'il y avait beaucoup de films qui s'étaient faits, pas aux États-Unis, mais partout dans le monde, et on voulait évidemment rassembler tout le monde. Donc c'est ce qu'on a fait. Et puis là, en 2023, on va à nouveau fermer un peu. Il n'y a pas une nouvelle section. Il y a toujours eu ce qu'on appelle les séances spéciales, mais là on en avait mis plus. D'ailleurs, les séances spéciales sont nées quand j'étais festivalier. Agnès Varda était venue montrer Les Glaneurs et la glaneuse dans une toute petite salle. Et j'avais été étonné, j'avais dit pourquoi, elle dit parce que Jacob n'a pas voulu me le mettre ailleurs. J'ai dit mais c'était formidable de le mettre là. Et donc on a continué, et puis on a fait rentrer le documentaire et l'animation à Cannes en sélection. Mais là on va en mettre un peu moins quand même. Et puis la seule chose qu'on a fait de nouveau, c'est la section, qui n'est pas une section, c'est 4 films, qui s'appelle Cannes Première. Et c'est important parce que le certain regard, bon, il y a la compétition, et il y a le certain regard. La compétition, c'est la compétition. Le certain regard, c'est le jeune cinéma. Et parfois, il y avait un côté Ligue 2, deuxième division. Tu n'es pas bon pour aller en compétition, on te met au certain regard. Non, c'est pas ça l'esprit du certain regard. Le certain regard, c'est les films un peu dans une certaine radicalité formelle, et puis le jeune cinéma. Et donc, il fallait montrer des films d'une autre manière qu'en compétition. Quand vous avez écrit un roman qui a gagné le prix Goncourt ou le prix... Planeta. Voilà. Comment ? Planeta. Planeta, ici. Le roman d'après, peut-être, est différent. Mais vous avez envie que votre roman soit en librairie. C'est pas forcément un grand succès. Et bien là, c'est ça. C'est des films différents qui... puis surtout, parfois, on n'a pas la place en compétition, qu'un cinéaste dit, moi, je viens vous montrer mon film. Et Sorogoyen, on a vu le film très tard, et la sélection était presque finie, je lui ai proposé, il a dit oui, et ça a été génial. Aussi parce qu'à Cannes Première, je dis ça pour les cinéastes, à Cannes Première, en compétition, c'est tout de suite, j'aime, j'aime pas, j'aime, j'aime pas, j'aime, j'aime pas. Et il y a de la pression, il y a de l'effervescence médiatique. À Cannes Première, il n'y a que ceux qui aiment qui parlent. Et donc, la rumeur est toujours meilleure. Et au début où j'ai créé Cannes Première, tout le monde a dit « c'est quoi Cannes Première ?» Maintenant, tout le monde veut aller à Cannes Première. Parce que La Nuit du 12, parce que le Asbestas, etc., ou le film d'Emmanuel Mouret, ou avant le film le documentaire formidable sur Kennedy de Oliver Stone, etc., tout ça a marché très très bien. Et quant à la billetterie numérique, au lieu de faire les files d'attente, on attend devant l'ordinateur, puis on appuie jusqu'à ce qu'on ait un billet, mais on peut le faire dans sa chambre d'hôtel et en caleçon, en pyjama. Un détail. Et voilà un peu pour terminer ma partie avant de passer aux questions. Cannes s'est toujours voulu aussi une espèce de géographie socio-économico-politique du monde, d'une certaine façon. Donc il y a un certain regard sur le monde. Donc là aussi, pendant ces 20 dernières années, on ne va pas tous les évoquer, on va les évoquer en groupe un peu, en commençant dernièrement par l'Ukraine, puis la Russie avec Serebrennikov par exemple, ou l'Iran. Quelle est votre vision politique en plus de l'artistique? Dans quelle mesure cette vision politique est aussi importante dans les choix? Alors d'abord, il faut repartir à la naissance de Cannes. Il y a une double naissance à Cannes. Il y a 1939, quand en 37-38, un homme qui s'appelle Philippe Erlanger et le ministre qui s'appelle Jean Zay s'aperçoivent que Venise est aux mains de Mussolini et de Goebbels. Et donc, ils décident de créer le Festival de la Liberté avec les Américains. Le premier président de Cannes 39 était Louis Lumière, qui arrive à Cannes et on lui dit « Rentrez chez vous, c'est la guerre ». C'était en septembre à l'époque. C'est pour ça que parfois, pour inviter Venise, on dit « On va retourner au mois de septembre. C'est notre place à nous ». Bon. Et
Et puis ensuite, Cannes est né une deuxième fois en 1946. Et j'aime beaucoup aussi cette naissance. La première naissance, c'était un festival antifasciste. Et la deuxième naissance, c'est un festival né de l'espérance de l'après-guerre. Donc, dans son origine, Cannes est politique. La bataille du rail, qui a été un des premiers films montrés, Rome, ville ouverte, c'est des films politiques. Et j'ai l'habitude de dire que si Cannes est politique quand les auteurs sont politiques. Vajda, coup d'État de Jaruzelski en décembre 80, Vajda amène clandestinement à Cannes L'homme de fer en mai, Palme d'Or. Donc il y a quelque chose qui appartient à notre histoire. Et quand Michael Moore vient montrer Bowling for Columbine ou Fahrenheit 9/11, évidemment que c'est un festival, c'est un film politique. Mais c'est aussi un film dont on pense qu'il est important de le montrer. Alors après, sur les questions, alors il y a eu Kiarostami, également Palme d'Or pour un film qui était plus ou moins autorisé là-bas. On a invité Jafar Panahi au jury l'année où il était interdit. Donc on a montré le siège vide avec le nom Jafar Panahi. Ça, c'est un acte politique, bien sûr. Mais sinon, Zelensky, à l'ouverture de Cannes l'année dernière, c'était une façon de nous positionner contre la guerre, contre l'agression russe, etc. Donc oui, il y a un acte politique, c'est collectif. Je ne sais pas moi qui décide tout seul, il y a un conseil d'administration, il y a un ministère de la Culture, et pour Zelensky, on a parlé de ça avec la présidence de la République, bien sûr. Mais après, c'est les artistes. Ken Loach, c'est un cinéaste politique, mais c'est un grand cinéaste. Voilà. Mais il y a aussi des cinéastes qui ne font que du cinéma non politique. Et ils sont les bienvenus aussi à Cannes. Et là où on est content d'avoir Ruben Östlund comme président du jury, c'est que Ruben Östlund est un cinéaste. D'abord, c'est un metteur en scène. Et c'est quelqu'un qui existe par le cinéma. Et nous, on pense que plus le monde vit des temps troublés, et plus il faut parler de ce que nous sommes, c'est-à-dire le cinéma, de ce que nous, tous ensemble, on travaille pour le cinéma. Le cinéma, après, se charge de parler de l'Iran, de l'esclavage, de l'histoire, de ceci, de cela, Et notre acte politique, le plus fort, c'est d'être universaliste. C'est d'aller, par exemple, d'avoir réussi à attraper cette nouvelle génération de réalisatrices d'Afrique du Nord ou d'Afrique subsaharienne. C'est d'être allé chercher les autres pays asiatiques que le Japon. Longtemps, le cinéma asiatique dans le monde, c'était le Japon. Aujourd'hui, c'est la Corée, c'est Singapour, c'est Thaïlande, c'est la Thaïlande, c'est Taïwan. Ça, c'est un acte politique. Et puis moi, comme par ma fonction, j'ai aussi un rôle d'ambassadeur, donc je me voyage beaucoup pour aller porter la bonne parole, au sens, venez aussi, sachez que vous êtes tous les bienvenus. Merci beaucoup Thierry pour cette première partie et cet échange. On va maintenant laisser la place au public et à vos questions. Alors, Cannes Classique, en gros, c'est devenu une vraie sélection. Au début, c'est Chema Prado et c'est un chien andalou qui a ouvert la section en 2004. Et à l'époque, c'était nous, les gens des cinémathèques. On était entre nous et je trouvais que, de la même manière que Cannes expose le travail en cinéma contemporain, Cannes devait exposer aussi le travail des cinémathécaires, le travail des archives. Ce mouvement permanent, moi c'est mon origine, mais qui fait qu'on restaure des films. Bon, aujourd'hui, il y a toujours une vingtaine de places. Maintenant, il y a 100, 150 films qui viennent du monde entier. Tout le monde restaure des films. Donc, on va être obligé de faire des nouvelles règles. Par exemple, Gaspard Noé, il veut tout le temps qu'on montre ses films restaurés. Je dis, mais Gaspard, tu es là. Oui, mais quand même, Irréversible à 20 ans. Oui, mais quand même, Seul contre tous ou Carnet, j'ai une copie restaurée. Je dis, mais Gaspard, là, bon, je préfère montrer les films de William Wyler. Bon, on va voir ça. Mais, donc voilà, éligibilité, c'est ça, un peu ancien, mais aussi que
celui qui est ayant droit du film fasse un gros travail sur le film. Et par exemple pour la France, que le film sorte dans les salles, ou qu'il y ait une grosse politique de DVD, de Blu-ray, une politique éditoriale pour accompagner ça. Martin Scorsese avec la Film Foundation, il est tout le temps là parce qu'ils font un gros travail, ça, de... Voilà. Gaumont, Pathé aussi. Et là, on va essayer de montrer, ça fait longtemps que je demande aux Argentins de restaurer El Hombre de la Esquina Rosada, qui est le film de René Mujica, seul scénario écrit par Borges. Moi, je le connais par cœur, le film. L'ambassade de France à Paris, elle a une copie de ça. Film formidable, petit film, des films tango. Bon, j'espère qu'ils vont le restaurer parce que c'est important. Il commence. Pino Solanas avait fait une loi en Argentine pour permettre qu'on aide, comme en France, la restauration des films. Donc, voilà, on a envie de montrer ça aussi pour dire la politique de restauration des films qu'ils font en Argentine. Et la deuxième section, la deuxième question, c'est compliqué parce qu'en effet, un auteur qui a connu la compétition, alors on change maintenant, c'est pas le certain regard, c'est Cannes première. Mais la deuxième fois, il veut être à nouveau. Alors Fellini, dès qu'il a gagné la Palme d'Or, avec la Dolce Vita, il a dit plus jamais la compétition. Donc il était hors compétition. Mais il y a des cinéastes à qui on pose hors compétition, on sent qu'ils sont blessés, quoi. Bon. Mais il n'y a que 20 places, et on peut faire un très bon Cannes ailleurs qu'en compétition. La preuve, Asbestas. Et c'est ça que je voudrais de plus en plus qu'on comprenne. Par exemple, il y a des films de minuit extraordinaires. Ils sont, par exemple, en France, l'un des cinéastes, à mon avis, les plus prometteurs, s'appelle Cédric Gimnez. C'est l'homme qui a fait Bac Nord et Novembre, qui sont des films d'action. Ce sont des films de genre, presque. Des films de policiers, des films de... Mais en même temps, il y a un petit côté Sidney Lumet. Je suis sûr que ce gars, on verra l'avenir, mais en mise en scène, c'est fantastique. Donc après, les sujets, il faut aussi que Cannes fasse attention à ça. Pas seulement aux enfants d'Olivier Assayas et de Arnaud Desplechin. Il faut un équilibre de tout. Voilà. Bon, évidemment, c'est la question qui se pose. Qu'est-ce qui fait qu'un film... bon. Et on me dit, c'est quoi vos critères de sélection, quoi? Et je dis, en général, que c'est les mêmes que tout le monde. Et c'est pour ça qu'il nous arrive de faire des erreurs, très très peu, mais quand même, parfois. Et on fait des erreurs, en plus, quand on ne fait pas attention au film. Mais Cannes est là pour l'art cinématographique. Donc pour la découverte ou pour la novation, l'innovation formelle. Mais l'innovation formelle, on est à 128 ans d'histoire du cinéma. Et l'arrivée de Wuxia Ocean, l'arrivée des Iraniens, l'arrivée de gens qui faisaient du cinéma différemment. Ce qui est normal. La musique de Taïwan, c'est pas les Beatles. Donc, la littérature de tel ou tel auteur d'un pays lointain et pas Hemingway ou Jean-Paul Sartre. Et en cinéma, il faut aussi comprendre ce type à la fois de différence et de ressemblance. Donc nous, on est là pour l'innovation formelle, mais on est là aussi pour la célébration de ce qu'est le cinéma. Donc, d'un côté, le classicisme, quand il est réussi, et de l'autre côté, l'innovation formelle quand elle est réussie, ou quand elle est vraiment innovante. Parce que même à l'intérieur, disons, du cinéma esthétiquement radical, très auteur, il y a aussi de l'académisme. Il y a aussi des choses qu'on a déjà vues. Il y a aussi des gens qui font comme si pour faire auteur. Alors ça, c'est nous qui tranchons avec notre bon et notre mauvais goût. Mais c'est là aussi un espèce d'équilibre. Quand on voit un film d'Apichatpong, on dit c'est une proposition très forte, très neuve, hop, compétition. Et qui a été cette année-là le plus épaté par Oncle Boomy? Tim Burton, qui était président du jury et qui sortait d'un succès gigantesque. C'est ça qu'on disait, l'homme qui a eu le plus de succès au monde, Tim Burton, a récompensé le film qui a eu le moins de succès au monde.
Oncle Boumi. Mais Oncle Boumi, ils se demandaient tous. Albert Serra n'était pas au palmarès, mais il a gagné des nominations aux Oscars. Albert Serra fait un cinéma très personnel. Un cinéma de conviction. On peut ne pas aimer, mais moi, mon travail, c'est de le montrer. Et moi, mon travail n'est pas de dire c'est bien, c'est pas bien. Ça n'est pas de dire j'aime, j'aime pas. Mon travail, c'est de dire faut-il ou pas que ça soit à Cannes. Et il se peut que des films que je n'aime pas beaucoup soient à Cannes, et l'inverse aussi, des films que j'aime beaucoup. Et c'est triste, je téléphone, je dis j'adore le film, mais c'est pas pour Cannes. Donc ils me disent bah, si tu adores le film, pourquoi c'est pas pour Cannes? Parce qu'il y a la presse. Cannes est un festival de professionnels et un festival de critiques. Et il faut aussi, les critiques, on s'aperçoit toujours que quand ils s'ennuient, ils nous disent, on ne vient pas à Cannes pour voir ça. D'où la faiblesse historique des comédies. Parce qu'il n'y a pas un Billy Wilder tout le temps. Donc les comédies, souvent, c'est un genre sous-estimé, trop sous-estimé. Alors que quand il y a Tony Erdmann, de Mariana 2, triomphe. Le film de Gilles Lelouch qui s'appelle Le Grand Bain, peut-être un film codé français, mais grand triomphe également. Donc, moi, je veux aller vers ça. On a amené le cinéma de genre à Cannes. Georges Romero est venu. Georges Romero dit, moi, à Cannes, c'est pas ma place. Personne ne m'a jamais invité. Et moi, j'avais l'expérience de Lyon, la première fois que j'avais invité Georges Lautner, qui avait fait un film qui s'appelle Les Tontons Flingueurs. Et je l'invite, il me rappelle, il me fait « Pourquoi vous m'avez invité ?» Je dis bah, « Parce que j'adore le film. Dites-moi en plus. » Je dis bah, « Il est bien écrit, il est bien réalisé, il est bien joué. » Ah bon? Non, parce que moi, je viens jamais dans vos trucs, on m'invite jamais. On invite toujours les intellectuels, pas moi. Je dis bah, « Moi, je vous invite. » Et après, on est devenus très amis. Il a même fait sa dernière apparition publique à Cannes. Et donc, on essaie de faire venir un cinéma de genre. Quand Le Labyrinthe de Pan, le film de Guillermo del Toro, c'est la première fois qu'en compétition, il y avait ça. Je crois que L.A. Confidential était en compétition. Mais pas Tigre et Dragon. L.A. Confidential est un film génial. Tigre et Dragon aussi. Mais moi, je me souviens, j'étais festivalier. Mes copains critiques, parce que moi, j'étais avec les copains critiques, ils me disaient, qu'est-ce que ça fait à Cannes? Je me dis, c'est super le film. Oui, mais c'est pas ça qu'on veut voir. Je dis, bah, il faut aussi voir L.A. Confidential. Le Labyrinthe de Pan qui avait été montré le dernier jour, j'avais tellement peur de me faire engueuler qu'on l'avait mis à la fin. Puis il n'était pas prêt. Guillermo était d'accord, on l'avait mis à la fin. Comme ça protégeait le film. 25 minutes d'applaudissements. Le film est fantastique. Et bon, il n'est pas au palmarès parce que même un jury, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ils ne savent pas quoi faire d'un film de genre. Mais il y a autant de travail d'auteur. Je regarde les artistes dans un film de genre que dans un film. Donc, il y a un travail qui est fait pour reconnaître le cinéma d'auteur. Vous avez vu que chaque 10 ans, le British Film Institute fait une élection des meilleurs films. Et chaque 10 ans, moi, ils me demandent, et je dis non, je ne fais pas. Mais pourquoi? Parce que ça va être Citizen Kane, 8,5, Kubrick, c'est toujours les mêmes. Ben là, ça n'a pas été les mêmes. Puisque meilleur film de tous les temps, Jeanne Dillman de Chantal Akerman. Alors, on peut penser que c'est too much de l'autre côté. Puisque les cinéastes, ça c'est Michel Simon qui raconte ça, il y a des votes de plein de trucs, et il y a le vote des cinéastes. Et les cinéastes ont élu 2001, évidemment. Donc Michel Simon dit oui, mais c'est des cinéastes, ils n'y connaissent rien. Bon. Mais Jeanne Dillman n'est sûrement pas le plus grand film de l'histoire du cinéma. D'ailleurs, quel est le plus grand film de l'histoire du cinéma? C'est chacun personnellement. On peut penser que MeToo est passé par là. On peut penser que un désir de réinvestir ou de surinvestir les réalisatrices s'est exprimé, puisqu'il y a, dans les 30 premiers, il y a Chantal Akerman, Agnès Varda, Céline Sciamma, et il y en a une quatrième, qui, il y a 5 ans, n'aurait jamais été dans le classement,
grâce à Harvey Weinstein. Il y a eu ce mouvement, et c'est très bien. Et sur la question du documentaire et de l'animation, que j'ai fait revenir en compétition, je ne suis pas du tout un spécialiste de l'animation. J'aime bien, évidemment, mais je connais pas, c'était pas mon cinéma. Mais je trouve que c'est un cinéma important. En revanche, le documentaire, oui, j'aime bien. Parce que j'ai été élevé avec Claude Lanzmann, Marcel Ophuls, Chris Marker, Alex Gibney est venu après, mais Ken Burns, tous les grands documentaristes américains, Pino Solanas, La Hora de los Hornos, et tous ces films-là m'ont marqué beaucoup. Et je trouvais que c'était important. C'est les cinéastes. Mais on a fait venir Michael Moore en compétition, comment s'appelle-t-il, Mondovino, Jonathan Nociter. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas trouvé de quoi avoir un il y a plein de documentaires, mais peut-être pas. Bon, mais j'ai été heureux, évidemment. Toi, tu l'as vu, pas moi, mais de voir Nicolas Philibert gagner à Berlin. Gianfranco Rosi est devenu aussi une voix importante. Wim Wenders, qui est à la fois un immense cinéaste et qui n'a plus vraiment toujours réussi sa fiction, il est toujours revenu par du documentaire. Pina Bausch, Salgado, Le Pape, etc. C'est toujours intéressant. Il s'est toujours refait par le documentaire. Le documentaire est aussi une composante majeure de l'art cinématographique, et je trouvais normal. Et après nous, les autres festivals, puisqu'ils copient tous beaucoup, les autres festivals ont fait aussi documentaire animation. Mais je n'ai jamais réussi à faire venir Miyazaki, hélas. Parce qu'il reste au Japon, il ne bouge pas. Miyazaki, c'est évidemment un héros du cinéma. Et Shrek, le premier Shrek était en compétition. Et le deuxième aussi, je crois. Et, comment s'appelle-t-elle, Marjane Satrapi, Persepolis, en compétition, elle a gagné un prix. Valse avec Bachir, qui était ce film animation sauf la toute fin, en compétition, hélas, sans prix. Et puis en effet, on a fait revenir, on a invité toujours beaucoup la compétition. Récemment, le Où es-tu Anne Frank de Harry Folman, La Tortue Rouge, on fait venir quand même de la compétition. Mais vous avez raison, qu'il y a aussi des gens qui sont le futur et pas les auteurs célébrés. Up avait fait l'ouverture. Non, ça veut dire que ça fait longtemps, vous avez raison, qu'il n'y a pas eu d'animation en compétition. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de documentaire en compétition. Je rêve de changer ça. Je rêve que j'avais commencé et puis ça s'est un peu arrêté. J'espère qu'on aura les œuvres qui permettront qu'on puisse... Et c'est très intéressant aussi parce que qui a gagné à Venise? Un documentaire. Qui a gagné à Berlin? Un documentaire. Est-ce que ça veut dire que la sélection de fiction était moins forte? Non, parce qu'à Venise, il y avait des bons films. Banshee, Star, il y avait des bons films. Film d'Inarritu, que moi j'aime beaucoup. Alors après, c'est compliqué. À Cannes, on a même un prix sur le documentaire qui s'appelle L'œil d'or, qu'on fait avec la Société des auteurs de documentaires. Donc, à voir, j'espère qu'on aura amené. Alors, voilà. C'est tellement faux que souvent, moi, je ne sais rien. Demandez-moi les films qu'on va voir. Là, je ne saurais pas vous dire. Je ne me renseigne pas, je ne m'intéresse pas à la programmation. J'ai fait mes listes au mois de novembre. Et après, les films. Et souvent, je dis, quand il y a de l'argent français, je dis, faites votre générique en espagnol, en allemand, Mais après, on revient, on en parlait tout à l'heure, à la définition de la nationalité des films. Et pour moi, un film, c'est d'abord le film d'un auteur. Nous, on n'annonce pas les pays, jamais. Même si à chaque conférence de presse, il y a les Mexicains qui disent « Pourquoi il n'y a pas de film mexicain ?» et les Indiens qui disent « Pourquoi il n'y a pas de film indien ?» Bon.
mais c'est compliqué. C'est le film du Mexicain Regadas. Même s'il fait un film en Europe. Il a été élevé en Belgique. Bon. Mais non, ça ne, c'est le contraire. Moi, j'aime bien montrer que les Français ne sont pas partout. Hélas, les Français sont partout. Parce que aussi, on est un pays qui accueille et qui va chercher et qui a un système d'aide, les cinémas du monde. Et par exemple, je déteste, chaque année, on annonce la sélection le jeudi, et le jeudi soir, le vendredi matin, le CNC dit « On a 35 films en sélection officielle ». Je dis « Mais ne le dites pas ». Tout le monde croit que... Et les Américains détestent ça. Les Américains, ils disent « Ah, il y a comme cette question ». De mauvaise foi, je sais. Mais il y a trop de films avec de l'argent français. Mais moi, franchement, je sais jamais, je sais même pas qui est le producteur. Parfois, on m'appelle, on me dit « Merci pour le film ». Je dis « Quel film ?» Je sais pas, je fais attention à... C'est les films. Je rêve que les films, on les voit sans générique. Qu'on aille sur une île déserte et qu'on juge les films comme ça. Mais je rêve aussi qu'à Cannes, les journalistes aussi voient les films sans générique. Parce que eux aussi, ils ont leur chouchou, ils ont leurs préférences, ils ont leur... Et parfois, il faut se laisser faire. Là aussi, j'ai appris ça de Bertrand Tavernier. Bertrand Tavernier, à qui j'ai consacré un livre, là, il adorait se tromper. Il adorait revoir un film pour voir si il s'était pas trompé. Et quand, je raconte ça dans le journal, on est à Bologne et il y a une copie restaurée d'un Chaplin. Et Bertrand, il sort et il dit « Qu'est-ce qu'on a été con ?» Alors je dis « Ah bon, pourquoi ?» Il dit « Parce que nous, c'était à la mode de dire du bien de Buster Keaton. Et Chaplin, comme il était célébré, on disait « Non, mais Chaplin, Keaton. » Et il dit aujourd'hui, quand on voit, il dit « C'est les deux. C'est les deux. » Et on va bientôt sortir la version définitive de son livre sur le cinéma américain avec Jean-Pierre Coursaudon. Et déjà, ils avaient fait ça entre 30 ans de cinéma américain et 50 ans de cinéma américain. Là, c'est 100 ans de cinéma américain. Il m'envoyait des notules, j'étais sur les marches. Et il me disait, alors tu sais, le film de André de Toth, et je lisais ça, j'étais Bertrand. Et c'est un truc très, très précis. Et sa joie, c'était de revoir les films. En disant, j'avais aimé ça, je me suis trompé. Ou j'avais pas aimé ça, eh bien, j'avais tort, car ce film a telle qualité, telle qualité, telle qualité. Et il faut ça. Il faut aussi se... Et moi, souvent, quand on voit les films en comité, on voit les films et je dis, on n'en parle pas et je vous interdis d'en parler entre vous. Mais tout à l'heure, je vous appelle au téléphone chacun. Parce que je ne veux pas qu'ils s'influencent. Parce qu'il faut aussi être capable de... Et les comités de sélection paritaires, alors qu'il y a plus d'hommes qui font des films que de femmes, mais il y a plus de femmes proportionnellement qui regardent des films. Les comités de sélection, je fais en sorte qu'ils incarnent ce que sera la réception cannoise. Chacun d'entre eux est un type différent de spectateur. Et donc ça m'intéresse quand je m'attends pour tel type de film à telle réaction et que j'ai une autre réaction. Ça, c'est intéressant. Et voilà. Et après, encore une fois, il faut... on disait l'effet Palme d'Or sur Oncle Boomy de Happy Chapong. C'est pas que le film a fait 1 million d'entrées, c'est que le film a fait 100 000 entrées. S'il n'avait pas eu la Palme d'Or, il en aurait fait 10 000. Donc il y a quand même un effet, et ça lui a permis, lui, de continuer à travailler. Quand Christian Mungiu a eu la Palme d'Or pour 4 mois, 3 semaines, etc., dans les rues de Bucarest, le soir, la Roumanie avait gagné la Coupe du Monde de foot. Klaxon, grosse fierté. Et il y a une génération géniale en Roumanie qui a été aussi aidée par cette Palme d'Or. Moi, je pensais que ça viendrait de la Pologne. C'est venu de la Roumanie. Il y a des cinéastes en Pologne. Il y a une belle génération aussi en Hongrie. Et on dit Berlusconi a détruit le cinéma italien. Il a détruit les salles italiennes. Il a détruit les cerveaux italiens. Mais en Italie, tout à coup, Alicia Rohrwacher, Valeria Golino, Paolo Sorrentino, Matteo Garonne, tous ces gens-là, sans parler de Moretti ou de Bellocchio. André de Toth,
le cinéaste hongrois-américain, disait, le réalisateur de The Day of the Outlaw, qui est un chef-d'œuvre, disait « Les fleurs poussent aussi sur le fumier ». Et c'est un peu ça. Le cinéma italien, il est en très très bonne forme. Comme je suis à l'étranger, je ne vais pas parler du cinéma français, mais le cinéma italien est en bonne forme. À Cannes, c'est 40 000 festivaliers. C'est beaucoup trop. Mais c'est 40 000 festivaliers. Il n'y a pas une seule idée de cinéma. Il y a 40 000 idées de cinéma. Donc, on n'est pas là pour faire de la clientèle et pour contenter tout le monde. Mais il est évident que on ne peut pas dire le cinéma c'est ça et ça n'est pas ça. Parce que quelqu'un après moi peut arriver en disant « Eh bien moi c'est le contraire ». Tout le monde y perd. Tout est le cinéma. Alors moi je suis un spectateur peut-être spécial, mais je ne crois pas. Je ne me donne aucune qualité. Mais j'aime le cinéma populaire et j'aime le cinéma d'auteur. Je ne crois pas être exceptionnel. Je trouve bizarre que des gens ne fassent pas l'effort, quand ils aiment le cinéma grand public, d'aller vers un cinéma difficile. Et l'inverse est vrai aussi. Je déteste le mépris de classe, qui est un mépris politique contre les comédies. Par exemple, le festival de l'Alpe d'Huez en France, qui est le festival de la comédie, qui est vraiment le Cannes de la comédie. Ils n'ont aucun argent public pour les aider. Le CNC ne donne pas d'argent. Genre, c'est du cinéma qui a du succès, on ne doit pas les aider. Oui, mais le festival, c'est important. Et la communauté des gens qui essayent de faire rire, qui essayent de faire de la comédie, c'est difficile de faire... parce que dans une salle où le film est tragique, ben, vous ne savez pas ce que ressentent les gens, parce qu'ils n'expriment rien, sauf s'ils éclatent en sanglots. Dans une salle où c'est un film comique, si vous ne voyez pas les épaules bouger et si vous n'entendez pas les gens rire, la sentence est immédiate et elle est implacable. Donc c'est difficile de faire rire une salle. C'est difficile de faire peur à une salle. Et ce qui assure, mes prédécesseurs devaient imposer un certain cinéma d'auteur. Mais dans le cinéma de genre, il y a des auteurs. Et il fallait aussi le dire. Nous, Cannes, mais je ne suis pas exceptionnel à le dire, il y a des revues qui le disent. Hitchcock, Truffaut l'a dit pour Hitchcock. Il a dit ce type qui fait des films à suspense, c'est un auteur. Rivette a dit ça pour Howard Hawks. Il a dit ce type qui fait les westerns, non, c'est un cinéma d'auteur. Eh bien moi j'estime que faire une sélection, nous, le privilège extraordinaire qu'on a de voir tous ces films avant tout le monde, nous donne des devoirs d'être à la hauteur sur le plan. Moi, en France, je conteste l'hégémonie des cahiers du cinéma. Je ne la conteste pas parce que c'est pas bien, c'est très bien. J'ai grandi avec les cahiers du cinéma. Je conteste parce qu'elle est hégémonique. Il y a d'autres manières de voir le cinéma. Et que maintenant, c'est un peu les enfants des enfants, des enfants, des enfants, des enfants. Et qu'on a une critique qui n'est pas, à mon avis, assez équilibrée. Et surtout, cette critique-là a moins d'influence qu'avant. Et j'aimerais pouvoir en parler. C'est comme avec les salles en française, c'est difficile même de parler de l'avenir du cinéma, de parler de Netflix. Le mot Netflix, c'est compliqué à prononcer. Parce qu'ils sont entendus, je comprends. Mais moi, je suis un intellectuel, j'ai besoin de parler de ça. Et je pense que la critique, les gens pensent que je suis contre la critique parce que j'aime bien me bagarrer avec eux. J'aime bien me bagarrer avec eux parce qu'ils sont comme moi, ils voient tous les films. Alors on peut parler. Et je pense que Cannes doit rester le territoire privilégié de la critique mondiale. Donc nous, on invite beaucoup des journalistes parce que dans leur pays, les journaux, ils les envoient plus à Cannes parce que c'est cher, parce qu'il y a de moins en moins de place du cinéma. Ben, quand Top Gun, c'est Top Gun. Mais quand Tom Cruise est à Cannes, on parle de cinéma. Et quand Tarantino est à Cannes, ou quand Parasite connaît cette aventure, on parle de cinéma dans le monde entier. C'est ça notre travail. Et il faut un peu de tout. Après, moi j'adore Bong Joon-ho et j'adore Park Chan-wook. Deux frères.
Et pourtant, Bong Joon-ho, en France, il a les faveurs de la presse, par Chan-wook beaucoup moins. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est très bizarre. C'est tombé en France sur Jean-Paul Rapneau et pas sur Philippe de Broca. Alors de Broca a fait 30 films, Rapneau en a fait 6, 7, 8. Les deux sont des grands cinéastes. De Broca a peut-être raté plus de films, oui, évidemment. Alors que Jean-Paul a fait un cinéma incroyablement précis, rare. Enfin, Philippe de Broca a sa place, tout à fait sa place. Et moi, je viens de là, je viens de l'histoire du cinéma, je viens de la cinéphilie, je viens de la critique. C'est pour ça que... Et j'ai toujours adoré Cannes. J'allais à Cannes en voiture, je dormais dans la voiture. J'allais à Lyon. J'y allais en voiture à Cannes. Mon premier Cannes, c'est 1979, l'année de Apocalypse Now, et j'ai vu aucun film. Mais j'étais là. Donc toute la journée, je traînais partout, puis je remontais sur l'autoroute, je dormais, et je revenais le lendemain matin. Bon. C'est pour ça que, évidemment, je défends toujours le drapeau cannois, en disant que c'est un drapeau international. Parce que j'ai toujours... les gens qui disent « Ah, c'est la dernière fois, je ne reviens pas à Cannes ». Ne reviens pas. Laissons ça à ceux qui aiment. Et c'est pareil, pour revenir à Tavernier, on s'est connus, on s'est aimés pour ça, pour la générosité. La générosité, ça ne veut pas dire « j'aime tout ». Je suis naïf, je suis un peu bébête, j'aime tout. Non, non, non. Ça veut dire je ne parle que de ce que j'aime. J'essaye de voir, même dans un film que je n'aime pas, et ça, Ado Kirou, qui était le critique surréaliste, une bonne séquence dans un mauvais film, on parle de la bonne séquence. Et peut-être qu'il y a beaucoup à dire sur un plan, ambiance. Le film est raté, mais il y a ça. Ou le film est raté, mais il y a le surgissement d'une comédienne, d'un comédien. J'aime pas ce film, mais j'aime beaucoup la photo. Voilà. Et on sait ce que c'est que la mise en scène. Pour revenir aux critères de goût, on sait ce que c'est que la mise en scène. Et Cannes, c'est la mise en scène. On sait ce que c'est qu'un film bien écrit, bien joué, bien mis en scène. Et bien mis en scène ne veut pas dire le classicisme absolu. Apichatpong, c'est très bien mis en scène. C'est un autre style. Et en littérature, vous allez dans une librairie, vous ouvrez Ulysse. Vous ouvrez un livre de Faulkner, vous lisez 2 pages, vous allez vous dire, c'est de la littérature. Mais si vous lisez tout le livre, peut-être que vous allez un peu avoir du mal, parce que c'est pas facile. Même Proust, c'est pas facile. Pour se taper tout, Proust. Hein. C'est fantastique et difficile. Ben, le cinéma, c'est pareil. Parfois, 3 plans, c'est de la mise en scène. Et parfois, le film n'est pas forcément complet, tout à fait réussi. Donc il faut... Nous, on fait ça, on prend... Lui, non, mais on va attendre le prochain film. Et le prochain film. Et le prochain film. Et Xavier Dolan avait été triste au début parce qu'on ne l'avait pas pris en compétition. Et quand il est arrivé, c'était avec Mommy. Ça a été un choc extraordinaire pour tout le monde. Et comme il était très jeune, il fallait aussi... C'est comme... j'allais dire Mbappé, non, mais un jeune joueur, il faut faire attention, il faut le protéger. D'abord, quand j'ai commencé à Cannes, l'année d'avant, il y avait eu Todo sobre mi madre, que j'avais adoré, qui avait raté la Palme d'Or, avec Pedro qui faisait... Et on lui avait dit oui, il était déçu. Et on a le droit d'être déçu. Bon. Et j'ai appris à ce moment-là que Cannes avait refusé tous les premiers films d'Almodóvar. Bon. Et est-ce que c'est à cause de ça ou pas? Mais pendant longtemps, c'est pas qu'il n'y avait pas beaucoup de cinéma espagnol à Cannes, puisque ma première année, Marc Recha est venu, qui avait été une soirée magnifique. Pau et son frère. Mais je m'étais rendu compte que les producteurs espagnols, ils allaient à Berlin. Il n'y avait pas de lien. Alors j'ai essayé de reconstruire un peu ça, pas toujours complètement. Et puis après, il y a des par exemple, comment s'appelle celle qui a gagné Berlin il y a un an, Carla Simón. On avait vu le film au mois
On avait beaucoup aimé le film. Mais on l'a vu au mois de décembre. C'est trop tôt pour nous, pour prendre des décisions. Donc, elle avait décidé d'aller à Berlin. Bon, fantastique, puisque elle gagne. Et nous, on voit chaque année plein de bons films espagnols. Et peut-être on peut nous reprocher de ne voir de l'Espagne que Pedro Almodóvar, comme on ne voyait de l'Espagne que Buñuel, ou qu'on ne voyait de la Suède que Bergman, et de l'Italie que Fellini, Visconti, Bertolucci. Bon. Et en effet, Pedro porte le drapeau espagnol, et Victor Erice aussi. Mais quand il est venu au jury, Victor, il m'a dit « Pourquoi tu m'invites au jury ?» Et je lui ai dit « Parce que je veux que les gens sachent que tu es encore vivant. » Et j'ai raison, parce qu'il est en train de faire un film. Oui. Donc c'était important de... Je raconte dans mon livre sur Tavernier la projection de son film en compétition à Cannes. À la fin de la séance, il n'y avait plus personne. Film difficile. Film artistique, film. Et il y avait Tavernier, qui était là. Bravo! Et qui le remerciait, et qui parlait, Et c'est une image, j'ai vu les images d'archives après, et c'était fantastique, quoi, de voir un cinéaste parler à un autre cinéaste qui était comme ça, parce que tout le monde était parti, etc. Bon. Et bon, je sais qu'en Espagne, le cinéma, contrairement à la France, n'est pas beaucoup aidé par l'État. Il faut qu'il soit plus aidé par l'État. Mais je rappelle qu'en France, l'argent du cinéma, c'est l'argent du cinéma. Qu'il y a une taxe sur toutes les entrées et que cette taxe permet de refinancer. Ce n'est pas l'argent des impôts. L'argent des impôts est beaucoup plus les grands industriels que le cinéma. Là aussi, on disait toujours le cinéma est en crise. C'est des journaux qui disaient le cinéma est en crise et les journaux n'existent plus, alors que le cinéma existe encore. Et une maison de production, si elle n'a pas d'argent, elle ferme ses portes. Bon. Mais il y a un système français qui, hélas, n'existe pas dans d'autres pays. Et ici, je crois aussi, ça mériterait de... En tout cas, les collègues espagnols me le disent. Vous avez un des plus grands festivals du monde, qui est San Sebastián. Moi, c'est peut-être mon festival préféré, après Cannes. Mais c'est vraiment Rebordino, c'est les autres avant lui, Miquel et comment s'appelait-il Diego Galán. Diego, et même José Riba, dont je veux dire le nom, parce que lui, voilà, quelqu'un qui est parti pendant la pandémie, et c'était l'ambassadeur espagnol en France, du cinéma espagnol. Et c'était un homme extraordinaire. Et donc, San Sebastián montre qu'il y a quand même une vitalité du cinéma espagnol qui arrive peut-être pas... C'est vrai qu'à un moment, il y avait trop de films portugais, pas assez de films espagnols. Eh ben, merci beaucoup Thierry pour cette heure et demie qui est passée comme une lettre à la poste. Merci au public et aux amis d'être venus.